Je suis actuellement à un des endroits les plus touristiques de Tokyo. Plus de 30 millions de visiteurs par an passent par ici. Donc imaginez le nombre de photos qui sont faites exactement à l'endroit où je me place. Entre Instagram, qui est une véritable usine à mimétisme où tout le monde fait la même photo au même endroit, les intelligences artificielles génératives qui peuvent nous permettre de créer absolument n'importe quelle image, il est peut-être temps en 2024 de se poser une vraie question. La photo de voyage, la photo de vacances, est-elle encore pertinente? Et surtout, et c'est probablement le plus important, comment retrouver du plaisir à faire des photos en vacances. Dans cette vidéo, je vais souvent parler d'images plus que de photos ou de vidéos, parce que pour moi, la frontière devient de plus en plus poreuse entre qu'est-ce qu'une vidéo, qu'est-ce qu'une photo. On utilise souvent le même matos pour faire les deux, et ça sera probablement mon premier conseil. Amusez-vous à faire des vidéos et des photos en vacances. Alors vous allez me dire, Jérôme, t'es bien gentil, mais on fait quand des vidéos, on fait quand des photos? Comment on choisit? C'est vrai que dans le cas des réseaux sociaux, aujourd'hui, ça se mélange très bien. On peut publier des photos et des vidéos indifféremment, les mélanger. La photo, c'est un petit peu la capture d'un instant qui n'existera plus jamais, alors que tout l'art de la vidéo, c'est la capture d'un mouvement. Le mouvement vidéo, ça peut être deux choses, c'est soit le mouvement de votre sujet, soit le mouvement de la caméra. Pour le mouvement du sujet, par exemple, cette flamme, en photo, ça aurait pas donné quelque chose de très intéressant, mais cette petite vidéo de la flamme dans le vent, moi je trouve qu'il y a une certaine ambiance. De même, ce petit voyage en train à côté de Tokyo, la vidéo se déplace, donc on a un mouvement et c'est très agréable. Il y a juste une chose que vous devez retenir quand vous faites une vidéo, c'est que si vous faites un mouvement de caméra, essayez d'aller doucement, très doucement. Parce que si vous vous mettez à bouger rapidement, en fait vous allez foutre la gerbe à tout le monde et vous le premier. Une autre bonne raison de faire de la vidéo, c'est par exemple quand il y a un son, une ambiance, une musique intéressante. Parce qu'on rappelle, la vidéo, c'est quand même l'audiovisuel. Alors je sais qu'il y a une ou deux générations, pour eux, la vidéo, c'est uniquement en vertical. Je vais donner quand même un conseil de vieux con, mais je vais expliquer. Moi, je conseille quand même de prendre les vidéos en horizontale, mais en 4K. Parce qu'il sera plus facile d'en extraire une vidéo verticale, alors que l'inverse n'est pas vraiment possible. Également, si votre appareil le permet, je conseille de tourner en 50 ou 60 images secondes, des séquences très courtes. Ça vous permettra de les ralentir. Et le fait de faire des séquences très courtes, ça vous évitera d'avoir des gros fichiers à dérocher et à découper. Le but ici étant d'illustrer et pas de faire un montage vidéo, parce que ça, personne ne le fait. C'est trop dur de faire du montage vidéo de ses vacances. Un autre moment où il peut être intéressant de faire des vidéos à la place des photos, c'est si vous avez très peu de temps. Genre vous êtes dans un voyage organisé, ça speed. Le gros avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez extraire une photo d'une vidéo. Vous ne pourrez pas faire l'inverse. La première question qu'on peut se poser, fondamentalement, pourquoi on fait des images en vacances? Il y a finalement trois raisons pour lesquelles on fait des images en vacances. D'abord, on fait des images pour les partager sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et je n'ai aucun jugement là-dessus, je trouve ça cool. Ce que je dis juste, c'est qu'il ne faut peut-être pas que toutes nos images soient pour Instagram. Je pense qu'il est important aussi de garder des images en vacances un petit peu pour un cercle plus restreint, que ça soit la famille, les proches. Et puis pour moi, il y a un troisième type de photos qu'on peut faire en vacances, c'est des photos qu'on va faire pour soi. C'est des photos qui évoqueront pas forcément un souvenir, qu'on ne partagera pas forcément, mais qu'on va trouver belles. Des photos peut-être qu'on gardera même pour faire de la déco, qu'on n'hésitera pas à imprimer et afficher chez soi. Alors je vous dis pas forcément de réfléchir à ça à chaque fois que vous allez déclencher une vidéo ou une photo, mais il va y avoir un moment important, c'est quand on va trier ces photos et ces vidéos de la journée. Et c'est là que j'ai quelques astuces à vous donner. Alors je vous conseille quand même, pendant votre période de vacances, si vous pouvez, sans gâcher vos vacances, faire un petit peu de tri tous les soirs, c'est pas plus mal. Mais surtout, le conseil que je voudrais vous donner, c'est si vous ramenez plus de 500 images de vos vacances, il faut que vous passiez à un vrai logiciel de gestion de bibliothèque d'images, parce qu'un Google Photos ou un photo d'Apple va pas vous suffire. Moi, j'utilise Lightroom, il y a d'autres alternatives qui existent, mais c'est pas le propos de cette vidéo. En fait, j'ai souvent constaté que quand on doit faire du tri photo, une des choses qui nous paralyse, c'est qu'on a très peur de jeter des photos qu'on vient de prendre. Du coup, les choix deviennent très difficiles à faire. Et là-dessus, j'ai une astuce imparable. Vous prenez toutes les images que vous avez faites, vous les copiez sur un NAS ou un disque dur, surtout pas sur le cloud parce que ça vaut cher le cloud. Et comme ça, vous avez un backup. Et une fois que ce backup est fait, soyez sans pitié, il va falloir éliminer beaucoup d'images. Là, quand vous avez un logiciel de gestion de bibliothèque, il y a une option que moi j'aime beaucoup, ça s'appelle masquer une image. Ça vous permet de pas la jeter, mais juste la masquer. Et une fois que vous aurez terminé votre tri, ça vous permet d'afficher toutes les images masquées et de les jeter à la poubelle. Ça a l'immense avantage de pouvoir revenir en arrière
derrière sur son tri si on a fait une erreur. Moi, j'ai une méthode de tri, surtout pour des gros volumes quand on revient de vacances, c'est de trier très rapidement, mais en plusieurs fois. L'idée, c'est de jamais passer trop de temps sur une image à se poser trop de questions, mais également de ne pas avoir tous les choix à faire au même moment. En fait, vous faites un premier passage rapide où là, vous éliminez toutes les photos floues, ratées, tous vos cadrages qui sont à chier ou les photos vraiment pas intéressantes ou les photos de l'intérieur de votre poche. Le deuxième passage, il est un petit peu plus technique. Là, vous allez prendre des séquences photos. Quand vous avez fait plusieurs photos d'un même sujet et vous choisissez 2, maximum 3 des meilleures photos que vous avez faites de ce moment-là. Ensuite, vous faites un troisième passage rapide et là, il va falloir déterminer les photos intéressantes. Et c'est là où ça se complique un petit peu. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une image intéressante? Une image peut être intéressante parce que c'était un moment drôle, un moment émouvant des vacances. C'est pas forcément une image qui est jolie ou qui est montrable sur les réseaux sociaux, mais on a envie de la garder pour raconter des anecdotes. Après, il y a le cas où on a une photo qui est pas vraiment géniale, pas très jolie, mais on sait qu'elle va plaire sur les réseaux sociaux parce que c'est un coucher de soleil et il y a toujours plein de likes quand on met un coucher de soleil. Et puis il y a un dernier cas de photo intéressante, c'est une photo qui est juste belle, mais elle dit rien du voyage, elle n'est pas intéressante pour les réseaux sociaux, c'est juste une photo qu'on aimerait encadrer chez soi. Donc comment on fait pour différencier ces 3 types de photos intéressantes? Alors là encore, tout va être plus facile si vous avez un vrai logiciel de gestion de bibliothèque d'images. Moi par exemple sur Lightroom, les critères esthétiques des photos, c'est les étoiles. Et mes plus belles photos, elles ont 4 ou 5 étoiles. C'est super rare que je mette 5 étoiles. Ensuite, j'utilise le critère retenir pour sélectionner toutes les photos que je veux garder justement pour mes albums. Et justement, pour différencier les images pour mon entourage et les images pour les réseaux sociaux, je crée un album privé et un album public. Alors si vous n'avez pas un logiciel qui permet de faire ça, je prends l'exemple par exemple de photos d'Apple où vous avez juste le cœur. Là, utilisez le cœur pour vraiment vos photos favorites de toutes vacances confondues et faites des albums pour différencier les photos entre elles. Une autre chose importante pour les images de voyage, c'est de réfléchir avec qui on part en voyage. Est-ce que vous voyagez seul? Est-ce que vous voyagez avec un groupe? Est-ce que vous êtes en famille? Est-ce que vous êtes avec des amis? Parce que vous aurez une vraie différence de latitude d'image si vous voyagez avec 15 vidéastes qui sont au Japon pour tester une nouvelle caméra. On vous met le lien vers la vidéo. Et forcément, si vous voyagez par contre avec un groupe d'amis qui n'est pas passionné par la photo ou en famille, vous aurez moins d'opportunités de faire des images. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Mais la gestion des gens en voyage ne s'arrête pas là. On va parler évidemment des gens dans les images. Parce qu'on peut se le dire, on est entre nous, on est tous obsédés dès qu'on fait une image par le fait d'avoir personne dessus. Et ça donne des situations complètement absurdes. Je vous montre ici le quartier de Gion à Kyoto. Les gens font la queue leu à partir de 6 h du matin pour prendre tous la même photo et tout le monde se gueule dessus dès que quelqu'un passe dans le cadre. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'en 2024, vous avez complètement tout faux. D'abord, en tout cas en photo, c'est méga simple aujourd'hui d'effacer qui que ce soit sur une photo. On a des gommes magiques boostées avec de l'IA générative. Je vous montre ici comme c'est super facile d'effacer des gens. Là, j'étais par exemple toujours dans le quartier de Gion, tôt le matin, mais les 3 personnes qu'il y a sur les escaliers, je voulais les enlever pour rendre la photo plus facile à lire. Et honnêtement, je vous l'aurais pas dit, vous l'auriez jamais vu. Mais l'autre erreur qu'on fait beaucoup, et moi je la faisais avant aussi, c'est de croire qu'une photo est mieux parce qu'il n'y a personne dessus. Ça aussi, c'est complètement faux, sauf exception. Regardez ces quelques photos où j'ai effacé complètement les gens qu'il y a dessus, on a l'impression que c'est mort, que c'est le Covid. Laisser des personnes sur ces photos, ça a 2 avantages. D'abord, ça humanise la photo. Et deuxièmement, des personnes sur une photo vont donner les dimensions. Là, je vous montre cette pagode avec personne. Vous avez quasiment aucune idée de sa taille. Il suffit qu'il y ait une personne dessus et vous réalisez que c'est une petite pagode. Et je vais même aller beaucoup plus loin. N'oubliez pas de faire des photos de vous. Donc, n'hésitez pas à demander à des gens autour de vous de prendre des photos de vous. Alors, je sais, vous avez peur qu'on vous vole votre appareil photo, donc je vais vous donner ma technique. J'ai une énorme chaîne. En fait, ce que je fais, c'est que je repère un couple ou une famille en train de faire un selfie et je vais leur proposer de les aider à faire la photo. Et une fois que j'ai fait la photo pour eux, je leur demande de faire la photo pour moi avec mon appareil. Alors oui, le risque n'est pas nul. Je le ferai peut-être pas dans n'importe quel pays ou à n'importe quel endroit, mais j'ai jamais eu de problème avec ça. Après, je sais, tout le monde n'aime pas être pris en photo. Moi, par exemple, j'ai 2 attitudes possibles sur les photos. Soit je regarde au loin
loin, soit j'ai un sourire coincé. Eh bien, n'hésitez pas à faire des photos de vous, de dos ou de loin ou juste une silhouette. Ça suffit à vous incarner dans une photo et c'est beaucoup moins dur à faire. Mais ça amène à une autre question. Est-ce qu'on peut intégrer dans nos photos des gens qu'on ne connaît pas? La question est assez compliquée. Je ne vais pas rentrer dans les considérations de droit à l'image parce que c'est différent de pays en pays et il y a des vidéos là-dessus. Je dirais plus que la street photo, c'est un exercice très très chouette. Ça donne de très belles images, ça donne un vécu du moment, mais il faut une certaine dose de culot que moi, par exemple, je n'ai pas. Et surtout, par pitié, quand vous êtes en vacances, ne faites pas ces touristes insupportables qui traquent les gens en croyant qu'ils sont dans un parc d'attractions. Moi, j'ai un principe tout con, j'essaye de respecter les gens. En fait, je fais de la street photo, mais je prends surtout des gens de dos. Mais il arrive parfois que j'ai des gens de face et j'ai quand même envie de montrer la photo. Je vous donne par exemple cette jeune fille, j'étais en train de faire des photos d'elle effectivement de dos parce que je trouvais la lumière très jolie. Et elle s'est retournée, mais j'ai voulu quand même utiliser la photo. En fait, j'ai transformé son visage. Plutôt que de le flouter, ce qui n'aurait pas été joli, avec justement tous ces outils d'IA générative, ça devient de plus en plus simple de générer un autre visage. Comme ça, on préserve l'intimité de la personne et on a quand même une photo publiable. Pour l'instant, je bricole des trucs avec la gomme magique justement dans Lightroom. Je pense qu'une prochaine version de Lightroom permettra très facilement de juste lui dire « change-moi les visages ». Et puis dernièrement, vous pouvez tout à fait demander l'autorisation à certaines personnes de les prendre en photo. D'abord, certains sont ravis. C'est sûr que par rapport à la street photo, ça peut enlever de la spontanéité, mais le climat est quand même un peu plus sympa. Par exemple, cette vidéo d'un prêtre à côté d'Akone qui faisait de la musique, je lui ai demandé l'autorisation et ça m'a permis d'avoir un de mes meilleurs souvenirs de mes vacances au Japon. Bref, vous l'aurez compris, mon conseil général, c'est d'intégrer des gens dans vos images. Arrêtez de faire comme ces influenceurs qui croient que la Terre leur appartient et qu'ils sont seuls au monde. Maintenant, je vais vous parler du facteur chance dans la capture d'image. Mais avant ça, on va parler de la chance qu'on a d'avoir CyberGhost VPN en sponsor. Et c'est le moment de parler du sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Comme vous pouvez le voir, je vous parle en direct de Tokyo. Mais en fait, je ne suis pas là. Je suis aussi ici. Et ça, c'est tout l'intérêt de CyberGhost VPN. Même si je suis là physiquement, tout mon Internet est localisé en France et ça me permet par exemple de continuer les séries que j'ai commencé en partant. Mais ça pourrait être l'inverse, si je veux regarder les exclusivités japonaises sur des services de SVOD, ça marche dans les deux sens. En fait, ça c'est une bonne illustration du fonctionnement de CyberGhost VPN. Vous devenez un petit peu comme un fantôme sur Internet, vous êtes là mais vous n'êtes pas vraiment là. CyberGhost VPN va vous permettre de masquer votre adresse IP, mais surtout de chiffrer l'ensemble de vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic Internet à travers un tunnel sécurisé. Et ça, quand on voyage, c'est hyper important parce que parfois on n'a pas le choix. On est obligé de se connecter, notamment à des services de Wi-Fi public qui sont pas du tout sécurisés. Et vous l'aurez compris aussi, ça vous ouvre l'accès à plus de 35 services de SVOD. Netflix, Amazon Prime, Disney+, et tous les autres, où qu'on soit. En plus, CyberGhost VPN, c'est super facile à installer et vous pourrez l'installer jusqu'à 7 appareils différents. Smartphone, tablette, PC, mais aussi les Smart TV ou les consoles de jeux. Et si vous en avez besoin, il y a un service client en français disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Que vous partiez en voyage ou que vous restiez chez vous, c'est vraiment le moment idéal pour tester CyberGhost VPN. Il y a une offre super avantageuse en ce moment. Vous bénéficierez de 83% de réduction et 4 mois gratuits si vous suivez le lien qui est en descriptif de cette vidéo. En gros, ça vous revient à peu près à 2 € par mois. Et en plus, vous avez une garantie satisfait ou remboursé sous 45 jours. Ça vous laisse largement le temps d'essayer. Alors n'attendez plus, cliquez sur le lien, naviguez en toute sécurité avec CyberGhost VPN, que vous restiez chez vous ou que vous partiez à l'étranger. Nous en tout cas, on remercie énormément CyberGhost VPN de nous aider à vous proposer ce contenu et on y retourne. Faire des images quand on voyage, ça peut être extrêmement frustrant. Parce qu'une bonne partie de la réussite d'une bonne image, photo, vidéo, c'est être au bon moment, au bon endroit. En fait, il y a un facteur chance que vous ne contrôlez pas du tout, surtout quand vous voyagez. Regardez, nous, on a décidé de tourner aujourd'hui et le temps, il est plutôt bof. Après, cette chance, on peut jouer avec. Il suffit d'avoir quelques connaissances sur la lumière, quels sont les bons moments, bien connaître son matériel. Mais il y a aussi une certaine modestie à avoir, une certaine acceptation qu'il y a des images que vous n'aurez pas. Parfois, vous passerez des journées entières à ne pas avoir de bonnes images et puis vous allez faire une série en quelques secondes
qui vaudra vraiment le coup. Le facteur chance en image, bien évidemment, ça repose sur la lumière et la météo. Et là, je vais défoncer quelques idées reçues. Contrairement à ce que beaucoup croient, c'est pas les jours de grand beau temps qu'on fait les plus belles images. C'est même parfois tout le contraire. Quand vous avez un super soleil de midi, celui qui tape bien fort, eh bien ça va faire des ombres qui vont tout écraser. Vous aurez des ciels blancs et des murs qui seront tout noirs. Je ne vais pas rentrer dans la technique des appareils, mais comprenez qu'un appareil, c'est beaucoup moins évolué qu'un œil humain. Quand vous êtes chez vous et que vous regardez par la fenêtre, vous voyez à la fois la couleur de votre mur et le ciel bleu dehors. Un smartphone, un appareil photo, une caméra, lui, il voit soit le mur, soit le ciel bleu. Mais il n'arrivera pas à voir les deux en même temps. C'est ce qu'on appelle la plage dynamique, la capacité des appareils à voir les hautes lumières et les basses lumières. Alors, comment on fait quand il fait beau? Bien, moi, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas faire d'image entre, globalement, 11h du matin et 16h dans l'après-midi. Alors là, vous allez me dire, Jérôme, t'es bien gentil, mais je ne vais pas attendre 6h du matin ou les couchers de soleil. J'ai un planning pendant mes vacances. Il y a quand même des trucs que vous pouvez faire si vous êtes obligé de faire des images dans ces périodes-là. Déjà, de bien comprendre que les jours nuageux, quand c'est assez constant, c'est plutôt des bonnes journées. Ça fait des belles lumières, notamment pour les portraits. Pour la vidéo, il faut surtout éviter des jours comme aujourd'hui. Quand il y a des alternances de nuages et de soleil, c'est infernal pour le caméraman. Il est constamment obligé de régler la caméra. Mais sinon, essayez de vous mettre dans des endroits pas trop contrastés. En gros, si vous filmez à l'ombre, essayez que le fond soit aussi à l'ombre. Et que si vous filmez en pleine lumière, il faut que vous soyez en pleine lumière. En fait, il faut éviter que votre appareil ou votre smartphone ait un grand écart à faire dans sa plage dynamique. Regardez par exemple cette photo. J'essaye de profiter d'un encadrement à l'intérieur d'un temple pour faire une photo de l'extérieur. Eh ben, c'est complètement foiré. Soit j'ai les murs tout noirs, soit j'ai l'extérieur qui est complètement cramé. Mais en fait, non. J'ai réussi à faire cette image. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai réglé ma photo en RAW. En gros, il y a certains modes qui existent sur les appareils. Ça va être le RAW pour la photo, ça va être le log pour la vidéo qui vous permettent d'agrandir la plage dynamique de votre image. Donc ça aussi, c'est un truc que vous devriez faire. Prendre vos photos en RAW quand vous êtes dans des conditions compliquées. Ça va vous permettre de rattraper votre image en post-production. Tout ça vous permettra de vous en sortir, mais le conseil reste le même. Les golden hours, c'est pas fait pour les chiens. C'est pas un hasard si on veut faire des bonnes photos. Faut se lever à 6h du mat, voire 4-5 heures au Japon parce que c'est quand même le soleil du pays levant. Le soleil du pays levant. Voire 4-5 heures au Japon parce que c'est quand même le pays du soleil levant. Hein. Ils n'ont pas choisi le nom par hasard. Un dernier truc sur la météo, ne fuyez pas la pluie. D'abord, généralement, les jours de pluie, la lumière est très belle, très tamisée. Et c'est surtout la nuit, les jours de pluie, on arrive à faire des photos magnifiques avec l'éclairage urbain. Donc vous serez peut-être la seule personne qui sera contente quand il se met à flotter. Bien sûr, dans le facteur chance, il y a le placement. Être là au bon moment, au bon endroit. C'est pas toujours facile en vacances. On est parfois dans des flux touristiques, on peut pas aller là où on veut. Donc là aussi, j'y vais de mon petit conseil. Quand vous êtes dans ce genre de situation, faites la photo incontournable, le temple, la montagne, la pagode, mais expédiez-la rapidement pour après avoir un maximum de temps pour faire de la recherche. C'est le moment où il faut surshooter. Tournez autour de votre sujet, cherchez des points de vue, changer de perspective. Je vous montre par exemple cette photo qui est une des plus belles de mon séjour au Japon. En fait, j'ai simplement pris un escalier d'un immeuble pour pouvoir faire une plongée sur la rue et ça ajoute une dynamique assez incroyable à l'image. Et puis pour avoir le bon moment, ayez toujours un smartphone sur vous. Rien ne dégaine aussi vite qu'un smartphone. C'est le meilleur, c'est le champion des réglages automatiques. Je vous montre quelques photos, pas obligatoirement d'ailleurs du Japon. C'est des moments où j'étais bien content d'avoir mon smartphone sur moi pour pas rater ces moments. Et puis n'oubliez pas que vous aussi vous pouvez avoir de la chance. Pour moi, une des plus belles photos que j'ai ramenées de ce séjour, alors c'est pas une photo qui dit Japon, c'est pas une photo que je mettrai forcément sur les réseaux sociaux, mais c'est une photo que je trouve très graphique. Cette photo, je l'ai fait complètement par hasard sur un escalator en allant à un musée. Je l'ai fait avec cet appareil, heureusement je l'avais en main, mais j'aurais pu aussi la faire avec mon smartphone. Donc ça c'est important, toujours avoir un appareil à portée de main et pas au fond du sac. Parlons un petit peu d'inspiration, parce que c'est souvent la différence entre une image intéressante et une image qu'on a vue 10 000 fois. C'est le développement de ce qu'on appelle l'œil photographique, ou en tout cas avoir un petit peu conscience de comment on peut faire des images différemment. Et le choix du sujet, c'est ce
qui fait toute la différence entre une image bleu et une image intéressante. Et la manière dont vous allez accompagner ce choix de sujet avec le cadrage et la composition, ça fait toute la différence. Et les choses, bien sûr, ne s'arrêtent pas au moment où on a pris des images, mais aussi la partie édition des images, qui vont être d'une certaine façon la manière de sublimer l'histoire ou l'émotion que vous cherchez à faire passer. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous assommer avec des grosses règles techniques, on va parler de feeling et de quelques petites expériences que j'ai. Choix de sujet, cadrage et composition, voilà des mots bien pompeux, j'arrête pas de vous saouler avec, mais c'est quand même très vrai. Que vous preniez une photo avec le dernier appareil qui fait de l'IA ou avec une boîte de Pringles, la qualité de vos images va toujours dépendre de ces trois facteurs et un plus que les autres. Ce qui rend une image intéressante, c'est le choix du sujet. Le cadrage et la composition sont là pour mettre en valeur le choix du sujet. En fait, votre obsession en voyage, que ce soit au moment du déclenchement ou au moment du tri, c'est de vous dire est-ce que cette image, est-ce que cette photo, est-ce que cette vidéo est intéressante? Parce que honnêtement, personne n'en a rien à faire de la photo qu'on a vue 20 000 fois sur Instagram, de la même pagode au même endroit. Ok, il faut les faire, mais débarrassez-vous-en vite. Une image peut être intéressante quand elle est belle, surprenante, inattendue. Une image peut être intéressante quand elle raconte une histoire. Une image peut être... Oh, c'est trop beau. Il y a un papillon sur l'objectif. Ça, vous voyez, la chance en photo. Une image peut être intéressante quand elle transmet une émotion. Mais vous allez voir, le truc qui arrive tout le temps, c'est qu'on ne sait pas qu'on a fait des images intéressantes. C'est souvent au moment où on trie ces photos qu'on tombe sur une et on fait « Waouh, c'est moi qui ai fait ça ». Regardez cette photo, Chinatown, Yokohama. Je pensais pas du tout avoir fait une bonne photo. Et c'est vraiment en la regardant dans Lightroom, en la recadrant un petit peu, que j'ai fait « Waouh, elle est pas mal du tout ». Et c'est une de mes préférées du séjour. Donc le choix du sujet, ce qu'on choisit de mettre en image, c'est hyper important. Et on peut aller plus loin justement avec le cadrage et la composition qui vont mettre en valeur votre sujet. Je veux vraiment pas vous bassiner dans cette vidéo avec les règles de composition. Vous les apprendrez plus tard. Concentrez-vous déjà sur le choix de sujet. Je vais quand même pas vous laisser comme ça. Je vais vous mettre le lien vers une vidéo que moi j'aime beaucoup sur l'art de la composition. C'est une vidéo qui date de 1949. Alors vous allez me dire, Jérôme, c'est un peu vieux comme vidéo. Bah, les règles de la composition, ça change pas. En fait, dans cette vidéo, j'aimerais passer un peu plus de temps sur l'édition d'images. Alors je vous préviens tout de suite, venez pas me les casser avec vos histoires de vraies couleurs, de vraies photos. Une image, vidéo ou photo, ça se développe, ça se prépare, ça se travaille, ça se sublime. Vous l'aurez peut-être remarqué, toutes les images que je vous présente depuis le début de cette vidéo, aucune n'est brute, aucune ne sort directement du boîtier. Déjà parce que la plupart du temps, mes images, je les recadre un peu, je les remets droit parce que j'ai une fâcheuse tendance à shooter de travers, mais surtout, vous aurez remarqué que les couleurs sont peut-être un petit peu bizarres, c'est pas des couleurs naturelles. Parce que oui, j'ai appliqué un traitement à l'ensemble de mes vidéos et de mes photos. Et si j'applique ce traitement, c'est pour trois raisons. D'abord, un traitement des images, vidéos et photos me permet d'harmoniser ce qui vient de mon smartphone et ce qui vient de mon appareil. Si je les mets les unes à côté des autres, vous serez incapable de dire si ça a été fait au smartphone ou avec ça. Également, de traiter les couleurs de ces images peut permettre d'harmoniser les luminosités sur l'ensemble d'un voyage. Vous n'allez jamais avoir les mêmes lumière, le même soleil. Mais la raison probablement la plus importante, c'est que mes photos sont pas là pour montrer ce que je vois, mais plutôt ce que je ressens. Et les couleurs que vous voyez, c'était les couleurs que je ressentais. Alors, ça peut faire un peu pompeux de dire les choses comme ça, mais je vous conseille d'essayer pour vos prochaines vacances. Alors oui, certains vont trouver mon réglage un petit peu fort. En fait, le traitement d'image, c'est un peu comme le maquillage. On a tous une définition différente de ce qui est trop. Moi, pour ce voyage, j'ai volontairement choisi un maquillage traitement qui soit un peu fort, un peu spectacle. Alors, je ne peux pas l'appliquer à toutes mes images. Par exemple, si je l'applique à mes images de nourriture, on dirait que je mange du caca. Mais perso, j'aime beaucoup le résultat et la cohérence que ça donne à l'ensemble de mon voyage. Puis je suis pas là pour vous plaire, alors on arrive au moment que les geeks photos, les geeks vidéo attendent avec impatience. On va parler de matos. Ne comptez même pas sur moi pour vous donner telle ou telle marque qui est meilleure qu'une autre. Mais par contre, je vais peut-être vous donner des conseils qui vont vous aider à choisir vous-même. Déjà, on peut parler de l'erreur classique du débutant. Dites les gars, va falloir me laisser parler un petit peu. Hein. J'ai l'impression que c'est les commentaires et les gens se foutent de ma gueule. Déjà, on peut parler de l'erreur classique du débutant, de penser que c'est le matériel qui va faire les photos de vacances et qu'en prenant un nouvel appareil, il va avoir des images sublimes. Tous les vidéastes, tous les photographes vous raconteront que
Ils sont un jour partis avec 15 kg de matériel et au final, ils ont utilisé un seul objectif, un seul boîtier. Là aussi, j'ai quelques conseils à vous donner qui viennent de mon expérience parce que je l'ai fait, le coup des 15 kg. Je vais vous aider à choisir du matériel polyvalent et le niveau de polyvalence qu'on va vouloir. Mais avant même de commencer, je vais vous donner un conseil fondamental. Et ouais, et mes copains les corbeaux sont d'accord avec moi. Il est très important, si vous partez en voyage, en vacances, de prendre un matériel que vous maîtrisez déjà. La première règle, c'est effectivement la polyvalence de votre matériel pour le voyage. Là, c'est bien simple, ça dépend complètement de votre voyage. Si vous avez peu de temps pour faire des images, vous êtes en famille, vous êtes avec des amis, prenez vraiment le matériel le plus polyvalent possible. Côté smartphone, ça va être des smartphones qui ont des zooms au moins x3. Ça vous permettra d'aller chercher du détail. Si vous avez un boîtier dédié, moi généralement ce que je recommande, c'est de ne pas prendre trop d'objectifs. Genre une ou deux focales fixes avec des grandes ouvertures. Mais en vrai, toutes les images que vous avez vues, 90% ont été faites avec le même objectif. Un transfocal 28-70 f2.8 de chez Sigma. Et par exemple, je me suis trimballé un 100 mm dans le sac, un peu pour rien. Quand j'ai besoin de faire des vidéos ou des photos avec le grand angle, j'ai mon smartphone. Mais voilà, en tout cas pour moi et le voyage que j'ai fait, ça a été le combo parfait. Le deuxième conseil matos par rapport à ça, c'est de privilégier ce qui est agile et léger. À moins que vous partiez dans un vrai voyage photo avec d'autres amateurs de photos ou que vous partiez à un safari, c'est vraiment pas la peine de vous encombrer avec du matériel. Prenez du matériel léger, facile à dégainer et surtout confortable. Et le conseil qui découle de ça, c'est de bien sûr adapter ce qu'on amène comme matériel par rapport au voyage qu'on va faire. Vous allez faire beaucoup de sport, ça justifie une caméra d'action genre GoPro. Vous voyagez avec un groupe, ça peut être sympa d'avoir une caméra 360. Vous voulez rencontrer du monde, c'est une bonne idée de prendre un Polaroid ou un Instax. C'est une manière absolument géniale de faire des rencontres pendant un voyage. Vous voulez des photos qui aient une patine un petit peu spéciale et des résultats un peu inattendus. Pourquoi vous partiriez pas avec un boîtier argentique, celui de votre grand-père, ou alors par exemple comme Karina de partir avec un petit boîtier Kodak, mais juste la péloche dedans, elle avait mis du noir et blanc et ça a donné des résultats très sympas. Et en plus des résultats qu'on découvre après le voyage. Le conseil le plus important, c'est surtout de ne pas prendre trop de matériel. Je l'ai fait, je sais ce que ça donne, ça gâche votre voyage et ça va même gâcher vos images parce que vous allez passer votre temps à être frustré de ne pas avoir telle ou telle caméra ou tel objectif au moment où vous faites des photos. En fait, vous ne faites plus de l'image plaisir, vous faites du test de boîtier et croyez-moi, je sais ce que c'est. C'est pas forcément plaisant. Et puis en vous limitant un petit peu avec du matos, vous allez économiser de l'argent. Et du coup, vous pourrez vous payer des bons restos, une excursion, un tour en bateau. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est en se faisant des bons souvenirs qu'on fait des belles images et pas l'inverse. Un dernier ensemble de conseils, c'est, j'appellerais ça, ne vous prenez pas trop au sérieux. Alors ça peut sembler paradoxal, il y a des moments où on a fait presque de la philo des images, mais je pense surtout à notre époque que c'est vachement important de rester modeste avec ces images et surtout que le geste photographique, le geste vidéo reste quelque chose de fun, qui vous fasse plaisir. A priori, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas en train de vous construire une carrière d'influenceur, vous cherchez pas à devenir forcément un vidéaste pro, je vous le déconseille, ça paye mal. Mais je sais aussi ce que c'est que la pression justement des images qu'on peut voir sur Instagram ou sur YouTube, de gens dont c'est le métier et qui font parfois des images qui sont très intimidantes. On se sent comme une petite crotte avec nos photos de vacances imparfaites et on peut ressentir une certaine frustration à ne pas arriver à faire ce type d'image. On vit en plus une époque où l'image computationnelle permet d'arriver à la perfection. Moi je trouve qu'il y a une vraie beauté dans la photo impromptue ou la vidéo modeste. Alors je dis pas qu'il faut pas chercher à imiter ces professionnels de l'image, à essayer de reproduire les images qu'ils font, ça vous apprendra beaucoup en technique. Mais ce que je vous dis, c'est que n'ayez pas honte de vos images. Elles racontent parfois beaucoup plus de choses que certaines productions pro. Avant de se quitter, je voulais déjà vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et si vous aussi vous avez des astuces pour vos images de vacances, n'hésitez pas, les commentaires, c'est fait pour ça. On remercie encore une fois notre sponsor CyberGhost. N'hésitez pas à jeter un œil sur notre lien partenaire. Comme ça, vous pourrez bénéficier des 4 mois offerts et des 83% de réduction. Avec CyberGhost, vous protégez votre vie privée, vous débloquez des contenus exclusifs et en plus, vous faites des économies. Et puis, comme il y a une garantie satisfait ou remboursé, c'est un test sans risque. Merci CyberGhost. Et puis, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur justement la caméra que j'ai utilisée pendant ce voyage au Japon, on a fait une vidéo pour la prise en main. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.